Tout d'abord, merci, merci à tous d'être venus nous rejoindre pour sur cette heure passée sur les enjeux citoyens et la pleine présence. J'aimerais si des personnes ont des attentes particulières en venant à cet atelier, peut-être vous pouvez me les communiquer. Est-ce que vous attendez quelque chose en particulier, que ce soit par rapport à Terra, que ce soit par rapport à une quelconque attente que vous auriez avant de démarrer, ou vous êtes tout ouvert? Vu que vous êtes dans le milieu, justement, là, avec tout ce qu'on a entendu, moi, ce qui me montre, c'est les moyens d'action. Il y avoir plus de manières d'agir. C'est vraiment ça dans l'attente que j'ai. Donc on va en parler de quelques-uns en tout cas. J'ai tiré la ficelle dont vous avez parlé tout à l'heure assez loin. Ah, c'est bon, vous y êtes dedans là, vous le sentez le truc? Alors je pense qu'on va vraiment parler de ça. J'ai trouvé quelques moyens de gérer les émotions qui envahissent. J'en reviens dans l'ordre. Donc on va vraiment parler de comment justement le volontaire peut trouver ce bonheur sans cause. J'ai entendu et visiblement les étapes successives, dont celle de l'état où on n'y croit plus du tout, et en se disant mais c'est vraiment pas possible. On a compris A, B, C, D, voilà, qui c'est toujours. Et puis, voilà. Et j'ai entendu le mouvement qui dit du possible, et ça m'intéresserait de discuter là-dessus. Ils nous ont marché dessus, mais ils ne savaient pas qu'on était des graines. Non, non. Ils nous ont marché dessus, mais ils ne savaient pas qu'on était des graines. Est-ce qu'il y a d'autres attentes particulières? Ok, alors on est parti. Alors, avant de démarrer, c'est très important ce que je vais dire en préambule, c'est que je revendique la subjectivité. Ça veut dire que c'est absolument pas des éléments de vérité, mais un témoignage. C'est comme quand vous allez au cinéma, vous pouvez choisir plusieurs films. C'est pas parce que vous allez choisir celui-là que l'autre est faux. C'est parce que vous préférez celui-là. Donc, c'est très important, on est souvent dans cette relation, c'est vrai, c'est faux. On est rarement dans cette relation, je préfère ça à ça. Donc, tout ce que je vais vous dire, je préfère ça à autre chose. Ça ne veut pas dire qu'autre chose n'est pas vrai. C'est important déjà dans le démarrage. Et c'est important parce que souvent on dit oui, mais il faut parler de façon objective. On n'est jamais objectif. Je vais parler d'un point de vue particulier et forcément de ce point de vue particulier, ça va mettre les informations d'une certaine forme. Et si j'avais adopté un autre point de vue, peut-être les informations elles seraient d'une autre forme. Donc je le dis très simplement, c'est subjectif. Je ne suis pas un scientifique, je suis un volontaire, engagé, militant, entrepreneur humaniste, qui a passé 30 ans de sa vie au service de l'économie sociale et solidaire et du développement durable. Et donc forcément, je suis impacté par mon expérience. Et c'est vraiment qu'un témoignage, et juste un témoignage. Après, il y a des éléments, il y a des faits, il y a des informations, il y a un ensemble d'éléments que je vais vous donner, que vous pouvez bien sûr que j'ai sourcés, donc c'est les seuls que je vous donnerai, ceux que j'ai sourcés. Et je vous ai donné, vous verrez à côté, il y a des bouquins que vous pouvez éventuellement lire, qui vous renverront vers ces éléments sourcés. Et ensuite, il y a beaucoup d'éléments d'expérience qu'on pourra partager ensemble. Alors d'abord, comment vous le voyez, c'est un gros nuage. Et effectivement, on se dirige vers
un moment extrêmement difficile pour certains et libérateur pour d'autres. Et cette crise qui ne cesse de s'approcher dans ce cas-là de plus importante, en fait, elle ne va pas se poser en termes de ressources, en fait. Parce que, objectivement, si on regarde la planète, comme le disait déjà Gandhi il y a un certain nombre d'années, il y a suffisamment pour satisfaire les besoins de tous les hommes, mais pas suffisamment pour satisfaire l'envie d'un seul. Donc, ce n'est pas tant un problème de ressources, les ressources, on les a. On n'a jamais eu, d'ailleurs, autant la possibilité d'exploiter toutes ces ressources et de les mettre au service de l'humanité. C'est un problème de posture. C'est la façon dont je vais me positionner par rapport aux événements qui arrivent qui va conditionner les actes que je vais poser dans le monde. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que les actes que je vais poser dans le monde sont liés à la posture que je vais prendre par rapport à ce que j'ai vu. Hein, Edgar, il dit souvent, on voit plus avec le cerveau qu'avec les yeux. Et c'est vrai. Donc la façon dont je vais regarder ce qui se passe va conditionner la façon dont je vais y répondre, et on verra justement tous les éléments qu'on sait maintenant sur cette fabrication en fait de la posture. Et donc c'est très important au départ de se dire que cette posture-là, elle va jouer. Alors je prends toujours cet exemple que j'aime beaucoup, qui nous vient d'Edgar Morin. Pour une chenille, un papillon, c'est la fin du monde. C'est vrai. S'il y avait une petite chenille qui ouvrait un cocon, sans savoir qu'elle est un papillon en devenir, elle verrait en fait, elle se verrait en décomposition. Vous imaginez un peu le... C'est lourd quand même. Hein. Par contre, si elle savait qu'elle était en train de devenir un papillon, elle serait la fin. Wow. Vous voyez ? Et donc la même chose va avoir deux significations complètement différentes. L'une va conduire à la peur, au stress, à l'inquiétude, à l'angoisse, à cette espèce de retrait à l'intérieur de moi. Et l'autre, au contraire, à l'ouverture, à la curiosité, à l'envie de faire, à l'enthousiasme. Vous voyez ? C'est la même chose. Sauf qu'il y en a une qui a donné un sens et l'autre en a donné un autre. Et donc ça, c'est très très important dans la façon dont on aborde la décomposition de la chenille. Alors, je vais vous donner 6 éléments de contexte de cet enjeu majeur. J'aurais pu en prendre plein d'autres, d'ailleurs vous verrez, il y en a un 6e que je vous donnerai après, qui sont des éléments qui sont quand même assez factuels. Mais malgré tout, on pourrait les replier, etc. En tout cas, je vous donne ceux, moi, qui m'ont fait basculer. Parce que j'étais très engagé dans l'économie sociale et solidaire, le développement durable, et j'ai beaucoup travaillé sur l'économie l'économie locale, avec des personnes handicapées, dans des structures coopératives. J'ai travaillé beaucoup avec Patrick sur les monnaies citoyennes. Et donc, ce sont ces éléments qui m'ont vraiment fait changer ma vision du monde. Le premier, le plus important... Ah, pardon. Le premier élément, c'est que depuis la première fois depuis qu'on utilise le PIB, et on l'a corrélé depuis les années 60 avec l'index de santé sociale, qui est un index qui mesure, pour aller vite, l'état de santé du corps social. Et on sait qu'à partir des années 60 jusqu'aux années 80, il y a toujours eu une corrélation entre l'augmentation du PIB, d'un côté, et l'augmentation de l'index de santé sociale de l'autre. Qui mesure, pour aller vite, il y a une quinzaine de catégories différentes, qui mesurent pour aller vite l'accès à l'éducation, la longévité, la mortalité infantile, les problèmes d'alcoolisme, les grèves dans les entreprises, enfin bref, un certain nombre d'indicateurs qui montrent l'état de santé d'un corps social. Et depuis les années 80, hop, il y a un décrochage majeur qui n'est jamais remonté. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, plus on produit de la richesse, moins le corps social est en santé. Et je vous invite à lire, même s'il est un peu épais, prenez du temps, mais je vous invite à lire, alors lui pour le coup, qu'il a vraiment documenté, Le Capital au XXIe siècle de Piketty, qui vous donnera, alors là, sourcé sur toutes les études économiques sur presque 150 ans, 200 ans. Deuxième élément, extrêmement important, pardon ? Thomas Piketty. Donc, Le Capital au XXIe siècle. Le deuxième, très important,
c'est que oui, c'est vrai qu'il y a de la croissance, encore dans certaines parties du monde. Mais quand on corrèle, encore une fois, l'index de développement humain, qui est un indicateur plus synthétique, mais qui correspond en gros, pour aller vite, aux mêmes choses que l'indicateur de santé sociale, et qu'on le corrèle à l'empreinte écologique, qui ne connaît pas l'empreinte écologique? Donc l'empreinte écologique, en fait, c'est un indicateur qui a été mis au point, qui permet de mesurer sur quelle surface de planète nous pourrions produire et recycler donc ce que nous avons produit. Et donc forcément, comme on est sur une planète finie, l'empreinte écologique de nos activités économiques ne peuvent pas être supérieures à une planète. Si c'est supérieur à une planète, ça veut dire qu'on est en train de le prendre aux générations futures, puisque la Terre ne sera pas capable la Terre, à l'endroit où on est aujourd'hui, ne sera pas capable de les régénérer. Donc, c'est intéressant de voir que quand on a un indicateur de développement humain au-delà de 0,8, c'est-à-dire 0,8 c'est le minimum pour qu'une population se prenne en main, donc baisse de la mortalité infantile, suffisamment de protéines pour se nourrir à sa faim et accès à un savoir qui permet d'aller vers une éducation, eh bien si on corrèle l'empreinte écologique avec l'index de développement humain, cette fois-ci on se rend compte que les pays qui y sont arrivés à 0,8 ont une empreinte écologique qui explose. États-Unis, 5 planètes. Hein, en haut, les petits points rouges en haut, c'est les États. L'Europe, 4 planètes. Et en fait, on se rend compte que plus l'empreinte écologique est respectée, et moins il y a d'index de développement humain. Autrement dit, les pays qui respectent l'empreinte écologique aujourd'hui, la plus réaliste, sont ceux qui n'arrivent pas à accéder à une autonomie sur le plan des besoins vitaux. Donc, premier indicateur, quand on produit des richesses, l'index de santé sociale s'effondre. Et quand l'index de santé sociale, finalement, est à la bonne hauteur, c'est l'empreinte écologique qui se dégrade. Le troisième élément, très important, c'est celui, en fait, qui nous montre que, effectivement, nous aurions les moyens, en investissant de façon importante au niveau local, dans des cycles de production respectueux des humains et de la nature, nous aurions la possibilité de baisser notre impact sur l'empreinte écologique et de satisfaire les besoins de toute l'humanité. Il faudrait simplement qu'on soit capable d'investir dans des appareils de production locaux et dans des modes de production durables. Donc pour ça, il nous faut de l'argent. Enfin, dans ce monde-ci. Et quand on regarde comment fonctionnent les transactions en monnaie aujourd'hui, on se rend compte que 98% des transactions en monnaie se font sur les marchés financiers et 2% seulement dans l'économie réelle. Donc ça veut dire que même si nous avions aujourd'hui la volonté de le faire, c'est exactement ce que parlait tout à l'heure Patrick, en développant un peu plus, eh bien on nous a privés de ces moyens qui nous permettraient justement de faire face à ces deux enjeux sociétaux qu'on a vus. Et là, je vous renvoie vers un bouquin très intéressant de François Moret, qui n'est pas un alter, qui est un économiste spécialisé dans les transactions financières, un ancien de la Banque de France, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Le nouveau mur de l'argent ». Il en a écrit un second, là, il n'y a pas longtemps, que je vous invite à lire aussi, qui s'appelle « L'hydre mondial », dans lequel, à partir des sources de la Banque mondiale, des statistiques de la Banque mondiale, il montre clairement comment aujourd'hui ces transactions sont en train de nous amener au chaos financier. Donc c'est Le nouveau mur de l'argent de François Moret. J'ai oublié de vous citer tout à l'heure, sur ces problématiques d'empreinte écologique, un livre énorme qui s'appelle Effondrement de Jared Diamond, où il a analysé un certain nombre de civilisations, je crois que c'est 7 au total, si mes souvenirs sont bons, et il a essayé de repérer dans ces effondrements de ces civilisations qui nous ont précédés les facteurs déterminants de cet effondrement. Et pour chacune d'entre elles, il en a relevé 2 qui ont toujours été présentes. Le premier, c'est consommation des ressources plus rapide que l'appareil de production, ou la nature quand il n'y avait pas d'appareil de production. Et 2, incapacité à intégrer la diversité des peuples et des cultures qu'il colonisait. Je ne sais pas si ça vous parle, mais il semblerait qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans la même situation. Et 4e point, alors on se dit, bon, ça ne marche pas là, peut-être on va aller voir l'arbitre. Donc l'arbitre, c'est la nation. C'est la République, en tout cas chez nous.
C'est donc le lieu, normalement, où se font les arbitrages pour le bien commun. Hein. Article 1er des droits de l'homme de 1789, les hommes naissent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales sont fondées sur l'utilité commune. On se dit, bon, au moins, cet article-là, c'est clair. Et quand on regarde l'État, et surtout qu'on le regarde d'un point de vue économique et financier, qu'est-ce qu'on observe? D'abord, on observe un énorme mensonge. Parce qu'on n'arrête pas de nous bassiner que l'État, a priori, serait dépensier et que ces dépenses seraient de plus en plus importantes. Or, quand on regarde la corrélation de ces dépenses au PIB, c'est-à-dire, bien sûr, je peux consommer plus, mais si je gagne plus, ça n'a pas de problème. Eh bien, on remarque que les dépenses de l'État ont baissé de 2% dans les 30 dernières années. Par contre, si on regarde les recettes et qu'on les corrèle au PIB, alors là, par contre, on voit que les recettes ont baissé de 25% dans les 30 dernières années. Et si on met ça en relation avec le service de la dette, c'est-à-dire finalement les emprunts qu'ont fait l'État et donc les intérêts de la dette que l'État va rembourser pour ces emprunts, eh bien on se rend compte depuis les années 80, je me suis arrêté aux années 2006, maintenant on a dépassé les 2000 milliards, mais c'était pour avoir un chiffre rond, entre 1980 et 2000, nous sommes passés de 200 milliards de services de la dette à 1200 milliards, 1000 milliards. Et ça explique pourquoi aujourd'hui les États sont à genoux. C'est-à-dire que même si on confiait aux États la possibilité de dire oui, par des mobilisations importantes, on va dire oui, maintenant ça suffit, vous allez le faire, ils n'ont plus de moyens financiers pour le faire. Et ils n'ont plus de moyens financiers, non pas parce qu'il n'y a pas d'argent, 90% des transactions monnaie se font sur le marché financier. Ils le font parce qu'ils se sont mis en condition de dépendre de façon importante des marchés financiers. Le dernier point est très intéressant, c'est un sondage que fait Ipsos depuis des années. Ils ont posé la question, ils posent régulièrement la question aux Français, avez-vous tout à fait confiance, plutôt pas confiance, ou pas confiance du tout, dans chacune des institutions suivantes? Moins d'un Français sur 10 répond aux partis politiques. On se dit, merde, la seule solution, on va monter un parti, puis on va y aller, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Yves. A priori, si on monte un parti, on a peu de chances d'intéresser les gens. Deuxième chose, en plus, voyons, parmi les gens, ceux qui votent, on voit aujourd'hui que les taux d'abstention sont en train d'exploser. Aujourd'hui, 20% du corps électoral, en fait, constitue 80% du pouvoir. C'est-à-dire quand on vous parle en démocratie que c'est les majorités qui décident, c'est fini. Aujourd'hui, ce sont des minorités organisées qui décident pour des majorités qui subissent. Donc c'est sûr que dans ces conditions-là, on ne va pas aller très loin. Par contre, un soupçon d'espoir, plus de 2 Français sur 3 ont confiance aux maires et aux PME. PME, c'est-à-dire les petites entreprises. Comme par hasard, le maire et la petite entreprise, c'est le fondement de la République. La République, elle est fondée sur 2 colonnes. En fait, l'entreprise qui produit des biens et des services qui concrétisent l'idéal et la commune qui organise le bien commun pour les citoyens. Donc là, il y a peut-être quelque chose, en tout cas, à aller chercher. En tout cas, il semblerait que là, on ait des leviers intéressants. Et je vous ai mis un 6e point, j'aurais pu vous en mettre 10. Je ne vous parlerai pas de tout ce que nous ne savons pas ou, entre guillemets, qu'on nous cache. Parce que si vous avez commencé à tirer le fil de cette information un peu partout, vous allez aller des produits chimiques qui nous balancent par des avions, en passant par des puces électroniques qu'on va nous foutre dans le corps pour nous faire payer, en passant par des extraterrestres qui seraient derrière les gouvernements et qui piloteraient de loin. Enfin bon, vous allez aller... Non mais je l'ai fait, donc je n'ai aucun souci. Donc vous allez rencontrer tout ça. Mais déjà, avec ce que je vous ai dit en premier, même le reste, si vous voulez, ça ne va pas ajouter. Moi déjà, à partir des 5 premiers, je suis déjà un peu écrasé. Donc ça, c'est forcément ce que vous avez vu ou que vous voyez ou que vous verrez si vous commencez à aller tirer ce fil de qu'est-ce qu'il est en train de se passer et qu'est-ce que je peux faire. Alors c'est sûr que quand on arrive là, on se dit la lucidité c'est lourd. C'est écrasant.
ça nous met dans l'inquiétude, ça nous met aussi dans l'angoisse. Hein. L'angoisse, c'est pas tout à fait pareil que l'inquiétude. L'inquiétude, il y a un support, l'angoisse, il n'y en a pas. On se lève le matin, on a une belle maison, de beaux enfants, une belle voiture, puis on se lève un jour. Et là, c'est pas bon. Et finalement, on n'est pas bien, on est stressé. Alors, on fait plein de choses. On fait beaucoup l'amour, ça peut aider. C'est vrai, il y a des études qui ont montré que quand on fait l'amour, ça aide. On fait du yogi, parce que ça catharsise. On fait de la méditation aussi, c'est possible. On peut faire plein de choses, mais il reste quand même cette inquiétude, cette angoisse et cette anxiété qui est là présente. Alors, pour entrer un peu dedans, qu'est-ce qui se passe en fait? Ce qu'on remarque, c'est qu'un être humain, c'est un équilibre très fragile et surtout un équilibre dynamique. C'est-à-dire en permanence, un être humain, il pense, il sent et il agit. Et attention, la perception est un mode d'action. C'est-à-dire en ce moment, je vous regarde, vous me regardez, peut-être vous m'avez vu tout à l'heure, vous me reconnaissez. Donc si vous me reconnaissez, c'est donc que vous avez fabriqué l'image que vous avez de moi maintenant. Ce n'est pas l'image de moi que vous voyez si vous me reconnaissez. C'est une image que vous avez construite de moi à partir de quelque chose qui existe déjà. Donc déjà, vous n'êtes plus avec moi. Mais c'est très difficile. Hein. Moi, j'y arrive pas non plus. Je suis obligé de vous reconnaître quand je vois. Donc c'est vous dire à quel point percevoir, c'est pas juste voir, c'est pas juste comme une photo qu'on imprime. Et donc c'est pour ça qu'on met la perception dans les modes d'action. Et notre premier mode d'action, c'est la perception. Perception, pensée, sentiment. Ça veut dire qu'en permanence, il y a une rotation. Je pense à, ou ça me fait sentir que, ou alors je vais faire ça. Ou alors, je fais ça, poum, ça me fait sentir que, oups là là, je me juge dessus et de nouveau, ça me fait sentir que, tac, à ce moment-là, je me mets à penser, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, jusqu'à ça qu'on soit totalement épuisé et qu'on finisse par s'endormir. Et donc, ce mode, en fait, d'enchaînement permanent dans lequel on est, cette espèce d'automatisme qu'on a construit dans sa vie, nous conduisent progressivement à nous identifier. Et c'est un peu ce qui se passe quand on regarde une information qui nous arrive un peu négative. On se dit, voilà, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que... Oh là là, puis alors une partie, puis alors on imagine tout, puis voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'identification. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au lieu d'être celui qui perçoit, qui sent, ou qui pense, on devient ce que l'on perçoit, ce que l'on sent, ou ce que l'on pense. Il y a identité. Ça prend toute la place. Et du coup, il n'y a plus aucun recul pour traiter ce qu'il y a. Du coup, on est submergé, en fait. Et ça arrive très souvent quand on a des engagements. Pas forcément des implications. Vous savez la différence qu'il y a entre impliqué et engagé? Impliqué, c'est par exemple la poule dans l'omelette. Par contre, quand elle est un poulet rôti, là, elle est engagée. Vous voyez la différence? Non, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes perceptions quand on est impliqué que quand on est engagé. Et vous verrez, quand vous allez tirer le fil, vous allez passer de l'implication à l'engagement. Et donc, on n'a pas du tout la même posture quand on est impliqué. Hein, on va le soir, le lundi à 18h, on va à la MAP, le week-end, on va assister à une conférence. Vous voyez, attention, c'est pas négatif ce que je dis. Simplement, c'est que ça fait partie de nos activités. Et puis, des fois, on est tellement... qu'on plonge dedans et c'est vraiment, ça devient notre activité centrale et tout le reste s'organise autour. C'est pas du tout la même posture. On ne ressent pas les mêmes choses. Donc c'est pour ça que je vous dis que dans ces moments où on s'identifie finalement à ces sentiments, comme par exemple à l'impuissance, on est submergé. Et donc comme on est submergé, on ne peut pas faire quoi que ce soit tant que ce sentiment n'a pas disparu, que cette émotion ne s'est pas dissipée. Et si on regarde bien, à l'origine de ce débordement, il y a toujours un déclencheur. Il y a un déclencheur. Alors ce déclencheur, ça peut être une information qu'on voit. Donc dans cette information, ça peut être une personne, ça peut être une lecture, ça peut être... bref, ça peut être plein de choses. Mais ça peut être aussi un sentiment qui remonte. Tout à coup, pouf, il y a une inquiétude, on est inquiet, on ne sait pas pourquoi. Ou alors c'est une pensée. Oh là, je ne vais jamais y arriver. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, à l'origine de ce débordement, il y a un déclencheur. Et ce déclencheur va impliquer, en fait, plein
de modifications biologiques qu'on sait maintenant analyser et qu'on a des outils aujourd'hui pour l'analyser. Et c'est parce qu'on ne va pas être capable de prendre le dragon quand il est dans l'œuf, tout à coup il va devenir très grand et hop, c'est fini, là on ne peut plus le toucher. Sauf que ça va très très vite en fait. L'œuf est tout petit au départ et puis tout à coup, paf, vous avez un gros dragon et c'est foutu. Voilà. Donc toute la question, c'est comment arriver à, on va dire, canaliser le petit dragon avant qu'il devienne gigantesque. Et ça, c'est vraiment le travail de pleine présence. Alors pour ça, il faut bien comprendre le cycle. Comment on passe en fait de cet état normal, on va dire, à cet état où on est vraiment écrasé, impuissant dans notre action au quotidien ou à travers les informations qu'on lit. Le premier indicateur, c'est la respiration. C'est-à-dire que quand vous êtes en situation de stress, quand vous allez être stressé par une information, votre respiration, elle va monter, en fait. Et c'est bizarre parce que c'est vraiment physiologique. Tout le monde fait pareil. Au lieu de respirer par l'intégralité de votre ventre, en fait, de votre thorax et du haut de vos poumons, en fait, vous allez commencer en fait, à respirer par le haut, en fait. Et ça, c'est tout bête, c'est parce que quand on est tendu, on a un gros muscle ici qui s'appelle le diaphragme, qui est un muscle qui prend toutes les tensions. C'est le premier, en fait, qui va se mettre à se tendre, en fait. Et dans la mesure où ce diaphragme il est tendu, vous ne pouvez plus respirer. Donc, c'est une sorte de catalyseur de tension. Donc, la première chose que vous allez sentir si jamais vous dérapez, c'est que vous allez commencer à mal respirer. Présupposé, ça veut dire que donc, vous êtes conscient de la façon dont vous respirez habituellement. Parce que si vous ne savez pas comment vous respirez bien, vous ne saurez pas comment vous respirez mal. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas savoir comment on marche bien, comment on marche mal si on ne sait pas comment on marche bien. Donc très important, changement dans la respiration. Deuxième étape, crispation, tension. Votre corps, en fait, parce qu'il enregistre un signal agressif, va se mettre en posture, en fait, de défense. Et pourquoi? Parce que vous allez faire agir votre cerveau reptilien, et votre cerveau reptilien, il connaît 3 mots. Sidération, agression, fuite. Voilà. Lui, voilà. Mais c'est normal, parce qu'il faut aller vite, là. Hein, quand on est en danger de mort, hein, on regarde l'émission de TF1, on voit tous ces enfants qui meurent. Wow. Donc, du coup, on a l'impression que nous aussi, parce qu'on se sent quand même solidaire aussi de tous ces êtres humains. Sauf que là, pour le coup, c'est pas vrai. C'est pas nous qui mourrons. Mais on ressent une sorte d'agression personnelle. Et le corps, ben, lui, se sent agressé. Alors, il va mettre en place un mécanisme, il va se préparer à mettre en place un mécanisme de défense. Et donc, il va vous préparer à l'action. Donc, il tend les muscles. Voilà. Hein, vous savez, quand l'aigle y passe, le lapin en dessous, il ne bouge plus. Ça s'appelle la sidération. J'ai coaché une personne qui faisait du marketing téléphonique, et elle en avait tellement marre, que quand le téléphone sonnait, elle ne bougeait plus. Elle attendait, la pauvre, que l'opératrice en chef vienne la pousser en disant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Ça ne pouvait plus. Alors, elle ne pouvait pas casser le téléphone, c'était pas possible. Elle ne pouvait pas s'enfuir parce qu'il fallait payer le crédit de la maison. Donc, elle ne bougeait plus. Voilà. Mais c'est dur, hein. On fait tout ça, on a chacun nos modalités. Donc, première étape, modification de la respiration. Le corps croit qu'il est en danger, hop, il prépare à l'attaque, à l'agression ou à la sidération. Troisième étape, les pensées et les sentiments s'amplifient. C'est-à-dire qu'au lieu justement de rester connecté en fait à la réalité, ben vous allez vous intérioriser en fait. Vous n'allez plus voir le réel, vous allez ruminer. C'est-à-dire vous allez mettre en branle tout ce que vous pensez être possible pour régler la situation. Et donc du coup, vous allez complètement être submergé par vos pensées. Et là, du coup, vous décrochez de la réalité, vous restez dans votre monde intérieur, et là, ça tourne. Voilà. Jusqu'à ce que vous ayez épuisé la totalité de cette surénergie que vous avez développée. Et là, de nouveau, vous dites oh, « c'est pas possible encore ». Voilà. Vous voyez, c'est un mécanisme qui est assez puissant. Alors, en fait, si on regarde bien, le stress, c'est un déséquilibre, en fait, à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? C'est un peu comme si vous étiez en voiture. Vous allez appuyer sur le frein et l'accélérateur en même temps.
il va y avoir des ordres contradictoires dans votre organisme, en fait. Vous allez accélérer, freiner, accélérer, freiner, accélérer, freiner. Imaginez si vous faisiez ça en voiture, qu'est-ce qui se passerait? Mais c'est exactement ce que le corps ressent. Pourquoi? Parce que nous sommes, en fait, on va dire, organisés à travers notre système autonome, à travers deux grands systèmes qu'on appelle le système sympathique et le système parasympathique. Pour aller vite, le système sympathique, c'est celui qui vous accélère, qui vous régénère, qui vous fait vous lever le matin, qui vous fait affronter les situations, trouver des solutions. Bref, il est là pour vous puncher. Et puis le second, c'est le parasympathique. Lui, par contre, il a l'effet inverse, en fait. Il a pour effet, justement, de vous ralentir, de vous préparer au sommeil, de vous régénérer, de vous réparer. Et en fait, aujourd'hui, dans nos sociétés, surtout les sociétés occidentales, on nous a boosté le sympathique, en fait. On a des gros sympathiques. Par contre, on a un tout petit parasympathique, en fait. Parce qu'on ne l'a pas travaillé, quoi. Parce qu'on n'a pas travaillé ça chez nous. Chez nous, c'est toujours, il faut avancer, quoi. C'est le mode actif. Du coup, c'est un peu comme si vous aviez un moteur de Ferrari, vous voyez, sur des freins de 2 chevaux. Hein, c'est un peu ça, quoi. Du coup, quand le moteur s'emballe, ça fume. Hein. Voilà. Ben, c'est un peu ça qu'on vit, en fait, souvent. Nous. On est un peu dans cette situation-là. Alors, ces désordres électriques, biochimiques et par suite fonctionnels, en fait, aujourd'hui, on sait en plus les analyser. C'est-à-dire qu'il y a une méthode qui a été élaborée, qui s'appelle la cohérence cardiaque, qui permet de faire les liens entre les battements cardiaques, en fait, qui sont réguliers quand on est en situation de détente, et puis les battements cardiaques qui sont irréguliers, en fait, c'est-à-dire un coup ça bat court, un coup ça bat long, et on appelle ça l'incohérence cardiaque. Et on a fait le lien entre le niveau de stress et la cohérence cardiaque, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut tout à fait mesurer ces informations en temps réel, à partir de situations de stress. Et c'est ce que j'utilisais, par exemple, dans le coaching que je faisais. Donc, j'utilisais un petit appareil, qui est un petit pocket, qui permet de mesurer justement ces Alors, comment on fait aujourd'hui pour faire face à cet état interne? Et j'attire votre attention là-dessus, c'est vachement important de le faire avant même de commencer à penser l'action. Comme on l'a vu tout à l'heure, parce que si on pense l'action en état de stress, ça ne va pas du tout être la même action que si on pense l'action en état de détente. Parce que c'est vrai que quand on a ces émotions, elles sont négatives, elles nous apportent une information, il faut la prendre en compte. Ça, c'est pas du tout, pas question de faire l'autruche. Mais par contre, c'est important de dire que ça, c'est une information, mais ça, je ne vais pas l'utiliser directement. Je vais m'en servir, mais pas au moment où je suis dans cette émotion. Et pour ça, la première étape, c'est de revenir à ce qu'on appelle notre zone d'influence. Aujourd'hui, on a une zone de préoccupation qu'on pourrait dire infinie. À la fois dans le passé, pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai fait, d'où je viens, mon père, ma mère, les relations, etc. L'univers, Dieu, enfin bref, tout ce qu'on peut mettre dans le passé peut être source de préoccupation. Dans le présent, on a plein de sources de préoccupation aussi. Hein. Est-ce que je vais garder ce que j'ai? Est-ce que les personnes que j'aime ne vont pas mourir? Est-ce que je vais garder ma situation? Est-ce que je vais réussir à atteindre mon objectif? Bref, j'ai des tonnes de sources aussi de préoccupation dans mon présent. Et en plus, j'ai des tonnes de sources de préoccupation dans mon futur. Qu'est-ce que va devenir ma vie? Est-ce que je vais être malade, pas malade? Est-ce que je vais mourir? Et mes enfants? Et mon projet? Est-ce qu'il va réussir? Est-ce que la guerre? Voilà, l'effondrement financier? Voilà. Donc, en gros, notre zone de préoccupation est infinie. Donc, on peut passer sa vie, en fait, dans sa zone de préoccupation. Mais, dans cette zone de préoccupation, quelque part, se cache ce qu'on appelle la zone d'influence. La zone d'influence, c'est la zone dans laquelle je peux être cause. Et on a suffisamment d'énergie pour changer sa zone d'influence et vraiment pas assez pour changer sa zone de préoccupation. Si on commence à prendre l'énergie vitale qui nous sert à la seule chose qui existe, c'est-à-dire notre présent, et qu'on commence à lui donner comme champ d'action notre zone de préoccupation, ben en fait, on va dilater cette énergie et on n'aura plus d'énergie pour notre zone d'influence. C'est pour ça que souvent, les gens préoccupés, anxieux, inquiets ou angoissés sont fatigués. On appelle ça les burn-out maintenant. C'est quoi le burn-out? Il y en a trop. Il y a trop, ça suffit, j'en ai marre. Boum, je pète. Voilà, après, je m'occupe de mon corps. Voilà. Là, au moins, là, c'est clair, c'est facile, manger, dormir. Bref, voilà. Donc, c'est un peu. Mais là, le problème du burn-out, c'est que ça, on ne l'a pas choisi, quoi. Hein? On le subit, là. Le corps, il dit maintenant, ça suffit.
Lui, il revient à sa zone d'influence. Hein. Voilà. Donc, première étape, on revient à la zone d'influence. Et dans cette zone d'influence, là où on est cause, on recommence à agir. Et ça, c'est formidable. Parce que depuis que j'ai arrêté de me préoccuper, je suis super actif. Et je suis super... Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de problème. J'ai plein de problèmes. Attention, attention, on ne rase pas gratis. J'ai plein de problèmes. Mais ces problèmes que j'ai, ben, je les vis, quoi, voilà. Alors des fois, je suis en colère, hein. Des fois, je suis inquiet, mais ça me va. Vous voyez, c'est pas une préoccupation pour moi. Voilà, je les vis. Et quand vraiment je sens que ça va pas très bien, je respire par le ventre. On va le voir tout à l'heure. On fera un exercice très simple, vous allez voir, très très simple et super efficace. Et effectivement, ça me permet de pouvoir sortir de ces moments où je vais tomber dans un sentiment, ou tomber dans une addiction, ou tomber dans... Voilà. Et bien sûr, des fois, je me rate. Et ça aussi, je l'accepte. Parce que le développement, c'est quelque chose de progressif. Donc là aussi, c'est important. Alors, comment on fait pour revenir à sa zone d'influence? Ben, la première étape, c'est de revenir là où on est. Parce que tout le reste, ça n'existe pas. Et la façon de revenir là où on est, c'est assez simple. La première des façons, c'est surtout de commencer à respirer. Et de respirer normalement. Parce que la respiration, c'est le signal que l'on donne au corps que ça va bien ou ça va mal. Donc déjà, si vous vous remettez simplement à respirer normalement, le corps, eh ben, il va se remettre tout seul, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit, parce que c'est quand même super bien fait, encore un. Hein, c'est comme les culbutos, vous savez, quand vous leur tapez dessus, ben, ils reviennent ils font rien, il n'y a pas besoin de faire... Ben, nous, c'est pareil. Quand on nous tape dessus, si on ne fait rien, ben, on appelle ça la résilience. Par contre, si on commence à dire « Oh non, mais je vais aller là, non, je vais aller là, non, je vais aller là », ben là, on ne revient pas du tout et on se fait beaucoup mal. Donc, l'idée, c'est respirer. Respirer tranquillement, sereinement, on verra après comment. Ça nous permet déjà de revenir dans l'instant présent et de dire au corps « Attends, t'inquiète, là, il n'y a pas de problème, je gère. Voilà, tout va bien. » Ok ? Deuxième étape, se détendre. Alors, ça, c'est important aussi, parce que quand vous commencez à mal respirer, vous vous tendez, et si vous vous tendez, vous crispez votre diaphragme, et comme vous crispez votre diaphragme, vous respirez mal, et donc ça enclenche tout le processus de tension musculaire. Donc du coup, il faut apprendre à respirer tout en se détendant. Et là, une technique très simple, qu'on appelle la respiration complète, qu'on verra tout à l'heure, qui vous permet très rapidement, avec de l'entraînement, c'est pas gratuit. Si vous ne vous entraînez pas, vous n'aurez aucun résultat. C'est pas la baguette magique. Hein. C'est comme ceux qui font de la musculation, ben, ils ont des gros muscles parce qu'ils travaillent. Donc nous, c'est pareil, si on veut avoir une bonne capacité à revenir dans l'instant présent, il faut se travailler en capital. Troisième étape, on revient dans l'instant présent. Et pour ça, on va utiliser le truc tout bête qu'on nous a filé, c'est nos sens. Pendant que je regarde, pendant que j'écoute, pendant que je ressens mon corps, je ne suis pas là-haut. Parce qu'il n'y a pas assez d'énergie. C'est con, hein? Si je suis en train de regarder, d'écouter, de sentir mon corps, il n'y a pas assez d'énergie pour alimenter la machine. Donc la machine, elle se ralentit. Je vous dis, on est super bien fait en fait. Et la quatrième étape, c'est j'imagine positif. C'est-à-dire que, on le verra tout à l'heure, on appelle ça un espace de sécurité, on va ramener à soi une image qui va plaire à notre cerveau, qui va plaire à notre équilibre. On va ramener une belle image. Voilà, une belle image, un endroit qu'on aime, avec des gens qu'on aimait bien, un endroit où on se sentait bien, à sa place. Eh bien, il y a des expériences qui montrent aujourd'hui que le cerveau, il croit que ce qu'on lui montre. Que ce soit par les yeux à l'extérieur ou par les yeux à l'intérieur. Pour lui, c'est exactement la même chose. On a fait vivre un petit trauma, une voiture qui a juste fait un écart à une personne, et on lui a repassé le film sur une télé. C'est exactement les mêmes zones du cerveau qui fonctionnent. Donc, il faut se servir de ce super outil, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire en donnant des informations au cerveau qui vont l'apaiser, le tranquilliser, de telle façon à reprendre, surtout à sortir de cette spirale. Donc, première étape, je respire.
lentement, calmement, par le ventre pour détendre mon diaphragme, puis je me reconnecte à la réalité, les yeux, les oreilles, le corps, et enfin, je fais venir en moi une image positive où je me sens bien, en équilibre, avec des personnes que j'aime dans un endroit merveilleux. Et bien, cette pratique toute simple, ça peut vous permettre de déloger 90% des problèmes immédiats que vous avez de stress. À condition de pratiquer un petit exercice que vous en aurez tous les jours. En fait, ce petit exercice, c'est un exercice de pleine présence qu'il faut faire le matin au saut du lit. Pourquoi au saut du lit? Parce que c'est là où toutes les habitudes en fait reviennent. Si vous intercalez là, à ce moment précis où tout se remet en place, hein, c'est le parasympathique qui descend et le sympathique qui remonte. Si vous mettez à ce moment-là ce petit exercice, eh bien c'est comme si vous mettiez 1 euro dans un oreille tous les matins. Et bien au bout d'un certain temps, grâce à ce petit oreille, quand vous allez avoir du stress, vous le cassez, top, vous avez de l'énergie en supplément. Si évidemment vous n'avez rien mis dans le oreille, vous le casserez, mais il n'y aura rien dedans. C'est le principe de base. Mais sinon, si vous arrivez à le faire, c'est pas beaucoup 5 minutes. Hein. Il y a des études qui montrent qu'avec 3 minutes par jour, pendant 10 ans, une personne améliore ses conditions de vie de façon significative. 3 minutes. C'est-à-dire, c'est les 21 respirations de la Madone. C'est pas beaucoup quand même. Hein. Mais voilà, le problème c'est qu'il faut le faire tous les jours. Et les moines tibétains qui disent qu'il vaut mieux arroser une fleur tous les jours que lui jeter un seau d'eau tous les mois. Ouais. Ça, c'est ce qu'on fait quand on fait des super retraites. Vous savez, maintenant, il y a des retraites, vous allez 10 jours. Pendant 10 jours, vous êtes en pleine présence. Alors, à la fin, pendant 3 mois, vous êtes super bien. Et, tout, waouh. Et puis, au bout de 3 mois, ben, oh là là, et puis, de nouveau, tout réapparaît et tout se réinstalle. Ben oui, c'est le seau d'eau. Ben, oui, pendant un moment, vous avez donné un peu d'eau, mais après, il faut l'alimenter, quoi. Donc, c'est un petit exercice qui vaut rien du tout, mais qui... On en parlera tout à l'heure. Et on a montré, effectivement, donc, par la cohérence cardiaque, que si effectivement vous ramenez votre inspiration simplement à une respiration naturelle de 6 cycles par minute, à peu près, on en parlera tout à l'heure, eh bien, simplement le fait de respirer normalement par le ventre à 6 cycles par minute, eh bien, ça va vous ramener en cohérence cardiaque normale. Pourquoi il faut faire ça? Alors, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est un peu comme un cubuto. Quand on reçoit une perception qui nous dessoude, en fait, qui nous fait tomber dans un sentiment, dans une action ou dans une pensée, c'est parce qu'en fait, on n'a pas assez de place. On n'est pas assez là. Il n'y a pas le pilote, il était descendu pisser, en quelque sorte. Donc, du coup, quand l'avion passe, il n'y a personne. C'est le crash. Donc, on va faire en sorte en mettant des toilettes à côté du... Voilà, on va faire en sorte que le pilote il reste plus souvent à sa place. Voilà. Et pourquoi? Et qu'est-ce que ça provoque, ça? Eh bien, ça va faire qu'on va tomber moins vite. C'est-à-dire qu'il va falloir nous enfiler un gros paquet pour tomber. On va tomber moins souvent. On va tomber moins profond. Et ensuite, on pourra se relever plus vite. On sera plus lucide et moins atteint. C'est quand même pas mal. Surtout si on est involontaire, qu'on est engagé à fond dans une action et qu'on se tape des problèmes toute la journée. Alors justement, je vous propose, si vous êtes d'accord, une petite pratique toute bête. Alors, vous avez l'habitude souvent de méditer assis sur un coussin. Alors qui d'abord n'a jamais médité? D'accord. Qui médite de temps en temps? Qui médite régulièrement? Qui médite intensément et régulièrement? Ok. Donc, vous avez l'habitude de méditer souvent assis. Mais vous savez que souvent, nos amis tibétains disent que le coussin, c'est un entraînement. Je connais des personnes qui méditent intensément et régulièrement sur leur coussin et qui sont incapables de réprimer une colère. Non, mais c'est vrai. Donc, ce n'est pas parce qu'on médite intensément et régulièrement qu'on est capable d'utiliser l'état de pleine présence dans les moments où on en a besoin. Vous voyez? Tout le monde connaît des personnes qui méditent beaucoup et qui sont un peu
voyez? Donc, ce n'est pas forcément parce qu'on s'assoit sur un coussin intensément et régulièrement qu'on peut utiliser tout le temps l'entraînement. Hein, c'est un peu comme un athlète qui ferait de la perche de façon intense et qui serait incapable de sauter le mur de son voisin pour éteindre le barbecue. Voilà. Donc, non, mais c'est vrai, hein. C'est qu'il faut qu'il y ait une intention aussi. C'est pour ça qu'on associe l'expérience avec l'éthique et la connaissance. Parce que l'expérience sans l'éthique et l'éthique sans la connaissance, c'est toujours compliqué. Alors donc là, l'exercice est vraiment très simple. Je vous invite non pas à le faire sur un coussin, mais sur une chaise. Vous pouvez aussi le faire debout et couché. Mais l'idéal, c'est vrai que on est souvent dans nos sociétés occidentales assis. Par exemple, dans la voiture, à la cuisine. Bon. Et donc, c'est sur les toilettes. Enfin, non, mais c'est vrai, partout, on est en position assise. Donc, c'est un exercice très simple qui consiste en fait à faire ce qu'on appelle un balayage de toutes les parties. Alors, la première chose qu'on va faire, on va s'asseoir sur une chaise. Et sur cette chaise, en fait, alors, je vais vous le mimer sur celle-là. Je ne voulais pas m'y asseoir, mais... Où est-ce que... Alors, je vais prendre... Juste pour vous montrer la position assise. Vous pouvez le faire assis sur un coussin aussi, hein, c'est pas gênant. Alors, cette position, en fait, c'est une position très intéressante parce qu'en fait, elle va vous obliger à être là. Donc, l'idée, c'est surtout, on n'a pas les pieds croisés, les mains croisées, on n'est pas comme ci, on n'est pas comme ça. On est juste les deux pieds parallèles, les mains posées sur les genoux, le dos bien droit. Et quand on est dans cette position, on fait une dernière étape. On imagine qu'on a une petite corde qui nous soulève la tête. Voilà, c'est la position du veilleur. Pourquoi? Parce que quand on fait ce genre d'exercice, on peut, à des moments donnés, si on est très fatigué, très angoissé, très stressé, on peut dormir. C'est normal puisqu'on réveille le parasympathique. Et que sa première fonction, c'est de nous faire dormir. Donc il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Donc cette position de vigilance, ça vous permet finalement, quand vous partez, de pouvoir vous relever. Et là, on fait 3 choses. Première chose, on va commencer par respirer 3 fois de façon importante par le ventre. On va gonfler son ventre comme un ballon en inspirant. Et on peut se donner de l'espace. Hein. Si on a une ceinture, on peut même l'enlever si on veut. Et quand on sent bien, sans forcer, il ne faut pas que ça devienne difficile, mais au moins qu'on sente bien le ballon. Et puis ensuite, on va expirer. Et on va essayer de rapprocher son nombril de sa colonne vertébrale. Et on va recommencer une deuxième fois. Et on va expirer en rapprochant son nombril de sa colonne vertébrale. Et une troisième fois. Voilà. Une fois qu'on a respiré 3 fois comme ça, après on va se faire un petit balayage. Donc là, l'idée, c'est de reprendre contact avec le présent. Alors je vous invite fortement à faire cet exercice les yeux ouverts. Puisque l'idée, bien entendu, c'est de se connecter à ce qui est et non pas à nos pensées. Parce que quand on ferme les yeux, on a tendance à rentrer dans une imagination personnelle. Donc il vaut mieux faire l'exercice les yeux ouverts. Donc deuxième étape, après, en fait, on va faire un balayage corporel en position assise. Donc ça consiste essentiellement à ressentir le mieux possible, sans chercher à changer quoi que ce soit, toutes les parties de son corps. Donc on commence par les orteils, y compris le petit doigt de pied qu'on ne sent jamais. Voilà, les pieds, le dessous, le dessus. Juste on essaie de les ressentir, c'est tout. Et quand on fait ça, en fait, on consomme de l'énergie. Les talons, les chevilles, on remonte doucement, les mollets. S'il y a une tension, c'est pas grave, on prend acte de la tension, on ne cherche pas à la modifier, on n'est pas là pour se relaxer, juste pour prêter attention à ce qui se passe. Donc les mollets, les genoux, les cuisses,
le bassin, le ventre, le bas du dos, le thorax, l'arrière du dos, les épaules, les biceps, les triceps, les coudes, les avant-bras, les mains, les doigts, les phalanges. Le cou, le menton, le tour de la bouche, les maxillaires, les oreilles, les fossettes, les muscles autour des yeux, le front, les tempes, la calotte. Et quand on est là-haut, on essaie simplement de percevoir son corps comme il est, dans la position qu'il est. Et de nouveau, on prête attention à son ventre. On respire largement. Et puis on observe ce qu'on voit, sans donner de signification. Les formes, les couleurs, les distances, les brillances, les obscurités. Juste on perçoit, sans donner de signification. Puis on fait pareil avec les oreilles, on écoute, sans donner de signification, les sons graves, les sons aigus, les sons lointains, les sons proches, les timbres. On essaie de ne pas donner de signification, juste son des sons. Et maintenant qu'on est à ce point, on va se rappeler un moment de sa vie où on était parfaitement, totalement, complètement à sa place. On y faisait quelque chose qui nous plaisait, on n'était pas empêché de le faire. Peut-être il y avait des personnes qu'on aimait, et on n'était pas empêché d'être avec elles. Et on se laisse baigner par cette image. Et puis on recommence à bouger les dos de pied, les talons, les mollets, les genoux, les cuisses, le bout des doigts, les mains, les bras, les épaules. On peut finir éventuellement par un petit étirement. Voilà. Bon. Voilà, c'est tout. Non. Alors pour aller plus loin, après il y a des super stages, surtout ici. Vous avez des stages d'une semaine qui permettent de développer chacune de ces étapes et aller plus loin dans la compréhension de l'état de pleine présence. Mais déjà, cette petite chose, si vous la faites le matin en vous levant, vous prenez votre réveil, vous reculez, et dites pas que vous n'avez pas 5 minutes pour le faire. Donc vous reculez de 5 minutes et vous faites juste ça. Rien que ça, le matin en vous levant. Et on en reparle dans 3 semaines, déjà. Parce que déjà, sur 3 semaines, on commence à sentir des choses. Et donc, très important, quand vous êtes en situation de stress, alors évidemment, si vous êtes devant votre directeur ou une personne avec vous, vous n'allez pas... Hein, d'accord ? Par contre, vous pouvez anticiper. Par exemple, vous pouvez tout à fait faire cet exercice en anticipant une réunion difficile. Vous voyez ? On appelle ça l'exposition.
Par exemple, le matin, vous savez que vous avez un rendez-vous avec une personne avec qui ça se passe mal habituellement. Ben, dans votre petite méditation des 5 minutes, vous imaginez ce rendez-vous, un peu négatif au départ, puis vous faites votre exercice, donc vous êtes mieux, et après vous essayez de réimaginer ce rendez-vous, mais en essayant de l'imaginer comme s'il se passait bien. Vous voyez? Donc première étape, vous vous exposez à la situation difficile, vous faites votre exercice, et de nouveau, vous ramenez cette représentation, mais en ayant modifié la teneur émotionnelle de cette image. Ça marche très très bien. Le cerveau croit ce que vous lui donnez. Alors au début, ça va peut-être être difficile. Je me souviens, quand on faisait cette expérience en coaching, il y avait une dame qui ne s'entendait pas du tout bien avec son supérieur hiérarchique. Et donc on avait réfléchi à l'image qui lui créait, comment dirais-je, le plus de bien-être. Et donc elle avait imaginé en tutu son responsable avec un gros nez rouge qui dansait sur le bureau. Vous voyez ? Alors, c'est vrai que ça peut faire rire, mais n'oubliez jamais qu'une image mentale est une construction active. Ça n'existe pas, une image. Ça, c'est hyper important. Une image que vous avez dans la tête, même traumatisante, et on fait des expériences quand on fait ce qu'on appelle les expositions, si vous arrivez à modifier cette image, vous modifiez l'émotion. Alors au début, ça peut être très difficile parce qu'on n'est pas habitué à s'emparer de ces images. Mais si vous y arrivez, vous verrez, vous allez avoir beaucoup de changements. C'est un... Je suis embêtée, mais je ne peux pas m'empêcher de faire cette réflexion. Pour moi, ce n'est pas de la pleine présence. Ah mais... La cohérence cardiaque, c'est la sophrologie, c'est la visualisation. Ce n'est pas de la pleine présence. La pleine présence, c'est pas changer les émotions. C'est les accepter telles qu'elles sont. Alors, encore une fois, comme vous l'avez vu, dans ce qu'on a dit, je vais revenir ici, vous voyez, là. Vous voyez, dans les 4 étapes, il y a une seule étape de pleine présence. D'accord. Vous voyez, c'est cette étape-là. Tout le reste, en fait, c'est un travail sur la respiration, un travail sur la détente musculaire, parce que la pleine présence est un outil qui permet de faire un certain nombre de choses, mais associé à d'autres outils, ça permet de faire plein de choses. C'est juste ce que je me proposais de faire. Mais vous pouvez ne pas du tout être d'accord avec moi. Je m'interroge parce que pour moi, c'est presque antinomique. C'est-à-dire qu'il y a une technique qui propose de changer l'émotion, d'être dans un autre état, avec un but. Et la pleine conscience, c'est ne pas avoir de but, c'est juste être là, avec et en acceptant les émotions telles qu'elles sont. Et si on est en colère, on est en colère. Et on regarde les émotions telles qu'elles sont, et c'est ça qui est transformateur finalement. Plutôt que de vouloir changer les choses. Alors, encore une fois, dans ces cas-là, arrêtez-vous à la 3e étape. Puisque la 3e étape, c'est juste la pleine présence. L'étape de visualisation positive, c'est une étape qu'on n'ajoute plus parce que des fois, il y a des émotions qui sont difficiles à déloger. Et grâce à la visualisation positive, en fait, on arrive à des résultats. Et ces résultats, moi, je les ai enregistrés, j'ai coaché une centaine de personnes, donc je peux vous dire que ça marche. Alors, je ne sais pas si avec la pleine présence, ça marche jusqu'au bout comme ça, mais en tout cas, très bien. Dans ces cas-là, les personnes qui sont là pourront aller vous voir ensuite et s'inscrire à un séminaire. Ce que moi, simplement, je veux dire, c'est juste qu'il y a d'autres techniques qui permettent de le faire vraiment très rapidement. Et c'est pas de dire que la pleine présence, c'est pas bien. C'est dire encore une fois que la pleine présence, c'est un outil et il y a d'autres outils. Voilà. Et donc, voilà, c'est juste ce que je disais. Mais encore une fois, je ne suis pas un maître de méditation. Je suis un coach, voilà. Et je donne ce que j'ai appris et ce que j'ai vu fonctionner. Après, je ne suis absolument pas expert en pleine présence. Voilà, c'est... Alors, pour continuer, c'est important de revenir là, donc de déloger ces émotions négatives, donc à travers la petite technique que je vous ai donnée. Et une fois qu'on a délogé ces moments très douloureux et très difficiles, des fois qu'on peut vivre, du coup, on est plus là. Et quand on est plus là, en fait, on a beaucoup de gains. Comme par exemple ce qu'on appelle la capacité à sortir de ces automatismes. Je vais vous donner un exemple très concret avec ce qu'on appelle les processus d'apprentissage. Souvent, dans la vie, on répète des choses. On se dit, merde, là, je me suis encore fait avoir. Hein, je me suis encore fait avoir. C'est parce qu'au moment
au moment précis où j'avais le choix de ne pas me faire avoir, j'étais pas là, en fait. Alors que si j'avais été là, eh bien peut-être là, j'aurais pu changer d'aiguillage. Hein. Dans le propos préliminaire au livre des morts tibétains, je ne sais plus dans quelle édition, il y a une petite histoire qui est racontée, alors je ne sais pas d'où elle vient, mais je la trouve super. Donc c'est un homme qui marche dans une rue, et il tombe dans un trou, il fait nuit. Voilà, il est surpris, il a mal, il reste un bon moment dedans, puis au bout d'un moment, il arrive quand même à ressortir, puis il continue à marcher. Puis deuxième moment, merde, il se retrouve dans la même rue. Il dit, oh là là, il y a un trou. Et puis là, il marche, et puis hop, de nouveau, il tombe dans le trou. Alors là, il tombe, il se dit, oh là là, je me suis fait mal encore et tout, bon, mais je sais que je vais remonter, alors il remonte. La troisième fois, il voit le trou, il l'a ralenti, mais il tombe dedans. Mais là, il sait qu'il est tombé, il sait qu'il va avoir mal, il sait comment remonter, et il est énervé. La quatrième fois, il voit le trou, et il évite le trou. Et la cinquième fois, il ne passe plus dans la même rue, il n'y a plus de trou. Jusqu'au prochain trou. Ben, c'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est quand on travaille à être présent ici et maintenant, on peut voir des choses qu'on ne voit pas quand on est dans son mental, dans ses émotions ou dans son stress physique. Et là, je vous ai montré un exemple assez intéressant. Souvent, dans la vie, on procède par évolution, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'on accumule des stratégies, en fait. Et ces stratégies, en fait, on va garder celles qui nous ont fait avancer dans la vie, qui nous ont fait gagner. Et ces stratégies nous permettent ensuite progressivement d'évoluer et en tout cas d'être de plus en plus bien à faire ce qu'on fait en le faisant mieux, avec moins d'énergie. Jusqu'au moment où ces stratégies gagnantes nous amènent à un niveau là, supérieur. Alors on se sent super bien, là c'est le top, là, ça marche bien et tout. Là. Et là, on a tendance à croire que les stratégies gagnantes qui nous ont amenés là où on est aujourd'hui, ben, on peut les appliquer à nouveau. Sauf que, comme vous le constatez, à ce niveau-là, on touche une autre dimension de sa vie. Une dimension, en fait, qui, elle, ne répond pas du tout, ou pas complètement, ou pas suffisamment aux mêmes règles que la dimension d'où l'on vient. Et là, malheureusement, souvent, si on est dans une posture, et les mecs, vous allez voir un peu, hein, je vais vous dire moi ce que c'est, et bien, pouf, on retombe. Parce qu'on n'est pas en position d'apprentissage, on n'est pas à l'écoute de ce qui se passe dans cette nouvelle dimension, et donc on n'est pas en capacité de redevenir apprenant. Et comme on n'est pas apprenant, on est plein, tout plein de ce que l'on sait, et du coup, ben, on va répéter, recommencer, et répéter jusqu'à ce que malheureusement, le milieu dans lequel on traîne finisse par disparaître et nous avec. Alors que si à ce moment stratégique, on se pose la question de se dire, mais là, en ce moment, est-ce que vraiment ce que je fais toujours, depuis toujours, ça va marcher? Est-ce que là, si j'écoute bien l'environnement dans lequel je suis, est-ce que je n'aurais pas à apprendre d'autres comportements, d'autres capacités, d'autres postures qui me permettraient d'être plus adapté à ce nouveau milieu dans lequel je rentre? Et si effectivement je suis en pleine présence, je suis attentif à ce qui se passe, ouvert, je vais pouvoir actualiser mes stratégies. Et au lieu de subir les automatismes, en fait, eh bien, je vais les choisir. Je vais choisir de me mettre en posture d'apprenant, alors que jusqu'à présent, à ce moment-là, je me suis toujours mis en posture de sachant. Voilà. Et ça va me faire, alors pour le coup, changer de dimension. Parce que je vais me remettre en situation d'apprenant. Ce que je croyais être mon identité, je vais la remettre dans ma besace de capacité. Je vais laisser un espace libre, l'espace de l'apprenti. Et là, je vais de nouveau faire grandir en moi un nouvel apprentissage. Est-ce qu'on est obligé d'être au sommet pour changer d'environnement? Mais à partir du moment où vous êtes en contact avec un autre environnement, vous êtes à sa frontière, en fait. La signification de ce schéma, c'est plutôt pour vous montrer cette idée qu'à des moments de la vie, on peut soit se positionner comme étant sachant, soit se positionner comme étant apprenant. C'est-à-dire qu'à des moments de la vie,
peut-être jusqu'à présent, nos stratégies gagnantes ont fonctionné, mais là, particulièrement dans ce moment-là de notre vie, nous devrions avoir de nouvelles compétences. Et pour avoir de nouvelles compétences, il faut que je sois attentif à ce qu'il est en train de se passer. Et me remettre dans une posture d'apprenant, parce que si je suis dans une posture de sachant, je ne vais pas être à l'écoute de ses besoins, puisque je sais, je n'ai pas besoin. Et là, du coup, je vais passer à côté, peut-être, d'informations importantes pour changer ma vie. Donc, je le montre comme ça pour montrer ce processus, mais c'est assez mélangé, quoi. Et une deuxième chose très importante dans cette situation, c'est que dans ce processus d'apprentissage aussi, on est toujours dans ce problème. Alors, on le voit beaucoup chez les volontaires. Au début, on se sent inconsciemment incompétent. C'est-à-dire, tout nous arrive, c'est la faute du monde, de la planète, c'est la faute à mon frère, à ma soeur, à ma mère, à mon père, à mes amis, aux politiques, aux entreprises, aux institutions financières. Bon, mais surtout, moi, je n'y ai rien à voir. Et puis, à un moment donné, si on continue à tirer le fil, on se dit « Ah, merde, je suis un petit peu responsable. Je deviens consciemment incompétent. Je me sens lié au problème que j'ai, mais je ne suis pas compétent pour le résoudre. » Alors là, souvent, très souvent, hop, on remet la tête dans le... Et on repart dans la tranche en dessous. Mais si on persévère, en étant là, présent, plein d'énergie, en sachant justement dépasser ces émotions négatives, alors on va rentrer dans la troisième étape de l'apprentissage, c'est je deviens consciemment compétent. C'est-à-dire, il va me falloir de l'énergie disponible pour investir dans ce changement que je dois faire. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est difficile, c'est pas habituel. Combien de fois un enfant est tombé dans sa vie avant de savoir marcher? Vous vous rendez compte, s'il avait arrêté d'essayer au début, il ne marcherait pas. Alors que maintenant, vous courez tous, on court tous. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on tombe qu'on ne va jamais marcher. Mais si on n'accepte pas l'idée de tomber, alors à ce moment-là, on ne marchera jamais. C'est cette posture de sachant. Voilà. Je dois trouver en moi cet espace où je me dis, merde, là j'ai l'impression que j'ai peut-être quelque chose à apprendre. Peut-être. Mais par contre, ça va demander une énorme énergie ensuite pour mettre en œuvre la stratégie pour le dépasser. Et enfin, dernière étape du processus d'apprentissage, c'est la libération en quelque sorte. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on redevient inconsciemment compétent. Et là, c'est formidable, c'est le joueur de tennis. Bah, il va faire un geste qui nous paraît élégant, comme disait Nietzsche. Il va faire un geste élégant, paf. Et en fait, il y a un boulot derrière. Et pour nous, c'est magique, ça a l'air tellement... Voilà. Ben, ces états-là, on les a vécus tous. Et parfois, on s'y attache. Mais on ne peut pas toujours utiliser une raquette de tennis dans un problème. Vous voyez ? Donc, il faut savoir, à un moment donné, remettre la raquette de tennis dans ses compétences. Et se laisser de l'espace pour changer. C'est le problème qu'on a souvent quand on est volontaire. Alors, on va terminer sur la métamorphose. Alors, quand on est dans cette position... Ben, on voit les choses des fois un peu différemment. Déjà, on se dit, tiens, un arbre qui tombe, il fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Oui, c'est vrai, les arbres tombent en ce moment. Mais vous imaginez pas la forêt qui pousse. Partout dans le monde, moi, j'ai fait un tour de France en vélo en ce moment, c'est énorme, quoi. Il y a des initiatives citoyennes partout, dans l'alimentation, dans l'énergie, dans l'éco-construction, dans la gouvernance, dans les monnaies citoyennes, dans l'épargne éthique. C'est tout petit. Mais ça pousse. Alors évidemment, si j'écoute tout le temps les vieux arbres qui tombent, j'entendrai jamais la forêt qui pousse. Donc, première étape, essayons de se donner un peu de temps pour écouter la forêt qui pousse. Et vous verrez, elle pousse partout. Deuxième étape, tout ce qui est grand aujourd'hui a été petit hier. Ces grandes institutions qu'on voit là, énormes, qui semblent nous dominer de leur énormité de puissance, en fait. Mais au début, elles étaient toutes petites. Mais c'est vrai, je vous donne un exemple. Crédit Mutuel, 4e banque de France, 15 milliards de produits bancaires. C'est parti d'un petit maire d'une petite commune qui, lors d'une grande famine dans les années 45, a dit « mais c'est pas possible de laisser crever tous nos agriculteurs. On va construire un foin, on va faire du pain. » Et donc, il a recueilli quelques sous auprès des bourgeois locaux
Et finalement, ils ont construit un premier four à pain. Et après, il s'est dit, mais c'est pas suffisant. Ils sont surendettés, ces agriculteurs-là. C'est pas possible. On ne peut plus leur faire des prêts usuraires comme ça à 20%. Il faut qu'on trouve de l'argent et qu'on leur prête quasiment, mais vraiment le coût juste de l'entretien du prêt. Et ils ont commencé à ramener un petit peu de sous. Ils ont commencé à prêter. Et aujourd'hui, c'est 15 milliards, 7 millions de sociétaires, 11 millions de clients, 3 000 guichets. Et c'est parti d'un four à pain. Donc, ce n'est pas suffisant de dire que c'est petit, alors je ne fais pas. Au contraire, si c'est juste et petit, je le fais. Parce que peut-être là se cache le grand arbre, se cache la prochaine révolution. Une chose importante, ce qu'on voit aussi, c'est que toutes les innovations de rupture qui ont été faites pour nous faire changer de civilisation ont toutes été faites par des ruptures. Ce n'est pas en faisant évoluer la bougie qu'on est passé à l'ampoule électrique. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de dire qu'on va faire progresser le truc. Hein? Le truc, il ne va pas progresser au-delà de ce qu'il est capable de faire. Où sont les innovations de rupture autour de moi? C'est quoi les innovations de rupture aujourd'hui? Une innovation de rupture, c'est simple à déterminer. C'est quelque chose qui produit 1000 fois ce qu'on lui donne, symboliquement. Autrement dit, j'y mets un d'effort, paf, j'ai 1000 de résultats. Le symbole, c'est l'épi de blé. Vous voyez, ça, c'est une sacrée innovation de rupture. Vous plantez un grain, paf, vous en avez 1000. C'est quand même énorme. Plantez une tomate, paf, vous avez 50 000 tonnes de tomates. C'est quand même une sacrée innovation de rupture. Où sont les innovations de rupture dans ma vie? S'il n'y en a pas, ça a peu de chances de changer. Donc, à chacun ses innovations de rupture. Je ne connais pas les vôtres. Et forcément, les innovations de rupture, elles dérangent. Gandhi disait une belle phrase qui le résume bien. Au début, ils nous ignorent. Ça, c'est quand les innovations de rupture, elles sont toutes petites. Ça ne marche pas, ça consomme beaucoup, ça ne marche pas. Après, ils se moquent de nous. Ah, ça, c'est quand les innovations de rupture, elles commencent à donner un peu plus. Oula, non, mais c'est quoi votre truc de... Hein? Troisième étape, après, ils nous combattent, parce que là, les innovations de rupture, elles commencent à produire plus que le système actuel. Et à la fin, on gagne, parce que c'est tellement évident qu'il faut faire ça que tout le monde le fait. Mais si au départ, je m'étais arrêté en me disant « Oh ben non, là, finalement, là, je ne le fais pas parce que c'est tout petit », il n'y aurait pas d'innovation de rupture. Donc le volontaire, vraiment, l'idée, c'est qu'il aille vers ces innovations de rupture, qu'il aille vers ces petits trucs qui peuvent changer la société à partir de lui. Il y en a plein, 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 plein. La deuxième chose qui est très importante, que l'on voit à partir de ce point de vue, c'est la notion d'émergence, dont parle souvent Edgar Morin. L'émergence, c'est favoriser les liens sans présupposer de rien. C'est-à-dire, plutôt que d'essayer de faire un truc hyper compliqué, plutôt se dire, tiens, de quoi j'ai besoin là? Qu'est-ce que je vais ramener? J'ai besoin de monnaie citoyenne, j'ai besoin d'éco-construction, j'ai besoin d'énergie renouvelable, j'ai besoin d'alimentation saine. Et je vais mettre tout ça ensemble et je ne vais pas présupposer de ce que ça va devenir, mais tout ça, j'aimerais l'avoir dans le jeu. Voilà. Et après, je laisse faire. La vie, c'est ce qu'elle fait. La permaculture, on fait beaucoup de permaculture maintenant. La permaculture, c'est ça, on va mettre des plantes ensemble et ensemble, hop, elles vont constituer un tout qui va s'organiser, s'enrichir, se nourrir, se générer, se soigner, se compléter. Voilà. Donc l'émergence, c'est ça, c'est favoriser ces liens sans présupposer de liens. Ce n'est pas un jardin à la française. C'est un jardin permaculturel, où il y a des ronces, des noisetiers. Et dans quel domaine on peut agir à partir de cet élan? On peut agir à partir de domaines qui nous sont ouverts, tous ceux que vous voudrez bien aujourd'hui aborder dans votre milieu immédiat. Commencez par là où vous êtes. Qu'est-ce que je peux faire là où je suis? Par quoi je peux commencer? Personnellement, moi, je me suis attaqué à ces domaines-là parce que c'est les domaines dans lesquels je suis. Donc, petit 1, il faut nous emparer de l'appareil de production pour le remettre au service de la satisfaction des besoins vitaux et le faire de façon durable, parce que si nous ne produisons pas ce qui est vital pour les citoyens vont nous le faire savoir très bientôt. Et si on ne le fait pas de façon durable, c'est la nature qui nous le fera savoir. Donc commençons par ça. Là où on est, localement, comment je peux produire? Deuxième étape, créer des moyens d'échange plus fluides qui permettent de rendre accessibles ces moyens vitaux. Donc ça veut dire aller vers tout ce qui touche les circuits courts.
Hein, les paysans, les AMAP, les coopératives ouvrières, les réseaux de distribution courts, les groupements d'achat. Si vous n'avez pas de monnaie locale chez vous, créez une monnaie locale. S'il y en a une, adhérez-y. Même si c'est tout petit, on s'en fout. L'important, c'est que l'éducation populaire sur la monnaie grandisse et que les gens comprennent que la monnaie est un outil extrêmement puissant. C'est un bulletin de vote qu'on utilise tous les jours, pas une fois tous les 6 ans, tous les jours. Donc, allez là où, effectivement, on retrouve ces idées-là. Troisième point, imaginez la possibilité que donnerait un revenu de base inconditionnel à tous les citoyens. Imaginez si vous pouviez choisir votre activité, non pas pour gagner votre vie, mais parce que vous auriez déjà votre vie gagnée. Qu'est-ce que vous feriez? Et là, rapprochez-vous du mouvement français pour un revenu de base. Ils ont des groupes locaux partout en France qui, justement, œuvrent à faire avancer cette idée extrêmement puissante et transformative de notre société. Et enfin, dernier point, essayez partout où vous êtes, dans votre entreprise, dans vos associations, dans vos fédérations, dans vos mutuelles, partout où vous êtes, dans votre club de pétanque, dans la famille, partout, essayez de partager la gouvernance, les décisions. Partout où il y a du bien commun, je ne vous parle pas de ce qui vous touche à vous personnellement, mais partout où il y a du commun, essayez d'y amener de la gouvernance partagée et de la gouvernance résiliente. Résiliente, ça veut dire la capacité à remettre en cause la gouvernance qui est installée. Hein? Voilà quelques points sur lesquels vous pouvez déjà travailler à partir de l'endroit où vous êtes. Voilà, je vous remercie. Je sais pas, je crois que c'était 18h30 la fin. 18h. Si éventuellement il y a des points sur lesquels vous voulez qu'on revienne ou des points de clarification. Moi j'ai une question. Est-ce que la Constitution, revoir la Constitution comme le préconise quel joueur, est-ce que c'est un pas d'appel ou est-ce que vous pensez pas... En fait, je ne vous donnerai pas de réponse parce que c'est les votes qui sont importantes. En tout cas, la question, c'est de savoir, encore une fois, comment je fais pour que les actions que je pose aient une transformation immédiate dans mon milieu immédiat et en même temps que si elles sont répétées, elles puissent impacter des situations globales. Donc, oui, faire en sorte de mettre en place une constitution par les citoyens respectueuse des humains et de la nature, c'est positif. La question, c'est qu'est-ce que vous allez devoir faire pour le faire? Par où vous allez passer? Est-ce que vous pouvez commencer dans votre milieu immédiat? Si vous pouvez commencer dans votre milieu immédiat, faites-le. L'idée, encore une fois, aujourd'hui, c'est comment je fais pour changer d'abord mon milieu immédiat. Parce que c'est dans mon milieu immédiat qu'est enracinée toute la société. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est très chunk vers le haut, en fait. Donc déjà, commençons là où on est. Mais ça peut être organisé, par exemple, des réunions sur la Constitution, pour faire passer ces idées-là, par exemple. Alors, il y a des choses qui sont en cours et personnellement, moi, c'est un chemin que j'ai pour l'instant abandonné parce que on est un petit peu exactement comme dans la situation de l'Ancien Régime juste avant la Révolution française, c'est-à-dire que le roi convoquait régulièrement ses économistes experts pour leur demander comment remplir les caisses de l'État qui étaient toujours vides. Et à chaque fois que ces experts venaient, ils disaient « mais si, vous dépensez plus vite que votre peuple produit ». Donc, il faut forcément, si vous voulez continuer à remplir vos coffres, il faut que vous dépensez moins. Et quand ils regardaient ce qu'ils dépensaient, ils disaient le problème, c'est que vous dépensez en plus beaucoup pour les privilèges. Et les privilèges, ça n'amène absolument rien à votre peuple. Et le roi disait, mais attendez, si je remets en cause les privilèges, c'est la fin de la monarchie. Donc il n'a pas remis en cause les privilèges. Eh bien, on est un peu aujourd'hui dans la même situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des problématiques d'énormes flux d'épargne qui vont dans les mains de quelques-uns. Mais ces flux d'épargne, malheureusement, ils sont destinés à récompenser, entre guillemets, un certain nombre de personnes
qui, entre guillemets, semblent faire des actions utiles, en tout cas pour ceux pour lesquels ils sont payés. Et du coup, ben, malheureusement, ces personnes-là ne remettront jamais en cause ces distinctions sociales, parce que si elles les remettent en cause, elles remettent en cause tout le système financier. Donc je pense malheureusement que même s'il faut continuer, d'ailleurs Patrick est à fond là-dedans, et dès que je peux, en tout cas, je participe. Jamais je refuse de participer à ce genre de choses. Mais par contre, ça va être extrêmement difficile parce que ces personnes sont tellement engluées dans... Par exemple, je vous donne un exemple concret pour vous dire que c'est très difficile de parler aujourd'hui avec des élus au niveau national. Ils raisonnent exclusivement en termes d'emploi et de croissance. Croissance égale emploi. C'est tout. Donc, si vous prenez par exemple toutes les techniques aujourd'hui qui sont en train d'arriver, toutes les nouvelles techniques d'innovation de rupture, c'est toutes des techniques qui produisent des richesses sans forcément avoir besoin de monnaie et qui en plus ne créent pas d'emploi. Je vous donne un exemple. Nous, on travaille sur une maison autonome et nourricière, donc une maison qui est fabriquée en biomasse, avec une biomasse locale, qui va pouvoir récupérer de l'eau de pluie pour la potabiliser, l'amener à la maison. On se servira aussi pour un jardin de serre en permaculture qui est à côté de la maison. Il y a des panneaux solaires avec des panneaux thermiques et une éolienne qui permettra de fournir l'électricité nécessaire à la maison. Donc c'est une maison qui sera nourricière. Donc c'est énorme en termes de richesse. Imaginez une famille qui pourra habiter une maison qui ne lui coûte rien, plus qu'il la nourrit. Mais ça vaut rien. Pas de création d'emploi, c'est une maison qui est autoconstruite. Pas de création. Et en plus, pas d'emploi, puisque les gens qui construisent, c'est des gens qui s'entraident pour construire leur maison. Ça vaut 0. Et pourtant, concrètement, ça satisfait des besoins fondamentaux. Et si vous allez avec un projet comme ça, vous le faire financer, mais ils vous diront, mais vous rigolez, comment on finance ça, nous ? Comment vous nous remboursez ? Il n'y a pas de pognon. Ils ne s'interrogent pas de savoir, mais cette maison, il pourrait y avoir par exemple une banque publique qui, en fonction d'axes sociétaux très clairs, pourrait dire, mais attendez, mais ça c'est de la richesse, c'est pas parce que c'est pas monétaire, c'est pas de la richesse. Ok, on crée la monnaie nécessaire à faire ça, parce que ça c'est bon. Ça rend autonome les gens, ça leur donne la possibilité de choisir une activité, ça apaise, ça renforce la cohésion sociale, ça dynamise le territoire local, puisque ça crée de l'alimentation saine au niveau local. Donc je vais le financer. Mais non, ils ne le financent pas. Et il y en a certains qui le font, mais ils sont peu nombreux, on en cherche. Alors par contre, c'est différent quand on descend en fait, parce que quand on descend dans les petites communes, c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui, on va voir les petites communes, là on retrouve le politique, le vrai politique. D'abord, ce n'est pas son métier. Souvent, c'est quelqu'un qui l'a fait parce qu'on lui a demandé, ou parce qu'il n'y avait personne dont il le voulait. C'est quelqu'un qui adore sa commune, souvent. C'est quelqu'un du coin ou qui est revenu et qui dit « Bon, mère, c'est pas possible que je laisse mourir ma commune ». Donc c'est quelqu'un qui a envie que sa commune vive. Les maires des petites communes, c'est des gens qui sont extrêmement... alors bien sûr, il y a aussi les notables, etc. Je suis pas en train de... Mais quand même, plus on descend et plus on retrouve vraiment des citoyens politisés à des fonctions électives. Et plus on monte, je ne dirais pas qu'il n'y en a pas, mais plus c'est compliqué parce qu'il y a des jeux d'idéologie, de partis, de présupposés idéologiques qui font que c'est biaisé, quoi. Et puis il y a des alliances, donc du coup il faut donner à Pierre ce qu'on a rendu à Jacques. Et donc c'est beaucoup plus compliqué, plus on monte, parce qu'il y a des intrications qui sont plus compliquées. C'est pour ça que nous on s'attaque plutôt maintenant aux communes et qu'on a choisi de travailler avec elles. Est-ce que vous pourriez redonner un ou deux, des références d'un ou deux livres? Je n'ai pas pu. Ah oui. S'il vous plaît. Alors, donc le premier, il est intéressant, c'est celui de Piketty, donc le capital au XXIe siècle. Le second, c'est l'effondrement de Jared Diamond. Effondrement, hein, qui nous montre bien que ça s'est déjà produit et pour l'instant, aucune civilisation n'y est passée. Le troisième, c'est le nouveau mur de l'argent de François Morin. Le nouveau mur de l'argent de François Morin. Et le quatrième, c'est l'imposture économique de Steve Keen, qui est le seul à avoir prévu le fameux crack de 2008. Steve Keen, pourtant,
Oui, Ken, K-E-E-N. Et puis pour ceux qui sont intéressés par les monnaies locales, il y a mon bouquin qui s'appelle Les monnaies citoyennes. Je le dis au cas où vous seriez intéressé. Ben, on y est pour l'instant, c'est un projet sur 10 ans. C'est un projet sur 10 ans qu'on a mis en place et qui est phasé en, voilà, en 3 grandes étapes. Une première étape d'analyse, de recherche et d'études. On fait le tour de la France pour aller à la rencontre justement de ces initiatives citoyennes. On va interviewer des élus, on va voir des entrepreneurs à la production durable, alimentation saine, énergie, eau, éco-construction. Et à travers ce travail-là, l'idée c'est de compiler tout ça dans un cahier des charges et dans une constitution d'ici 2017. Ensuite, on ira s'implanter dans un terrain d'une commune en train de mourir sur le plan économique et démographique. Et on ira construire cet éco-village pour voir si l'implantation de cet éco-village sur 3 ans permettra de redynamiser l'économie locale et de renforcer la cohésion sociale. On se fera suivre par un conseil scientifique qui validera les indicateurs qu'on aura mis en place pour être certain que ça fonctionne. Et si effectivement ça fonctionne, la 7e année, on créera un centre de formation citoyen en participation libre et consciente. Toutes les technologies qu'on aura développées seront en créatif commun et disponibles à tous les citoyens, les élus, les entrepreneurs ou les associations qui veulent s'en emparer. Et on fera des formations sur tout ou partie du travail qu'on aura fait pour arriver à cette relocalisation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres?